troisième sommet Inde-Afrique, le rendez-vous 2015 s'annonce fructueux car les deux entités s'engagent à revitaliser leurs relations dans des domaines variés. Plusieurs dizaines de chefs d'État africains, dont le président Ibeka, s'attellent à cela à New Delhi. Nos envoyés spéciaux nous feront le point. Acteurs et auxiliaires de justice africains en conclave à Bamako, les échanges portent sur l'acte uniforme de l'OHADA qui connaît une réforme. Une unité kangourou au centre de santé de référence de la commune 1, une réponse efficace à la mortalité maternelle et infantile. L'infrastructure a été inaugurée aujourd'hui. Également le Conseil des ministres qui s'est réuni, vous aurez le communiqué au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la République est arrivé ce matin à New Delhi, en Inde, pour le troisième sommet Inde-Afrique aux côtés d'une quarantaine de ses pairs. C'est un sommet qui a pour thème partenariat dans la progression vers un agenda de développement dynamique et transformateur. Pour le président Ibeka, ce sommet va permettre d'approfondir les relations entre le continent africain et ce sous-continent qui est l'Inde. Envoyés spéciaux à New Delhi, Sidiki Dambélé, Adama Kamara, Tede Kamara. C'est toute l'Afrique qui est à l'honneur ici à New Delhi. La capitale indienne accueille le troisième sommet Inde-Afrique qui réunit pour la première fois plus de 40 chefs d'État et de gouvernement. Un rendez-vous que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ne pouvait pas rater car il s'agit là de la rencontre d'un continent avec un sous-continent dont le destin semble intimement lié. Déjà à son arrivée, Ibrahim Boubacar Keïta a tenu à souligner la nécessité d'approfondir la coopération indo-africaine en vue d'un développement mutuellement avantageux. L'Inde est un sous-continent. On en sait aujourd'hui toutes les dimensions économiques, démographiques, culturelles, et que ce sous-continent ait eu souci de se rapprocher davantage de l'Afrique est une très bonne chose. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de l'Inde. L'Inde a réussi la révolution verte, on le sait. L'Inde est aujourd'hui également une sorte de super Silicon Valley. Tant ici, il y a eu des progrès dans les microprocesseurs, dans l'informatique. L'Inde est également, on le sait, l'un des membres des BRIC, des fameux BRIC, ces pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, BRICS d'ailleurs. Donc je crois que pour nous, chefs Africains, que nous nous trouvions ici aujourd'hui pour nous concerter avec le gouvernement indien, le président de la République indienne, est une très bonne chose. Et je pense que notre coopération avec l'Inde est appelée à de très beaux jours, de belles promesses. New Delhi a compris, c'est une évidence et ce n'est pas encore tard qu'il faut désormais compter avec le continent africain, a rappelé à juste titre le président Keïta. L'Afrique est l'avenir du monde, on le sait. Ceux qui ne le savent pas devraient se réveiller. Donc qu'un tel sous-continent ait compris cela et tenu à ce que nous étions ensemble les bases d'une coopération mutuellement bénéfique future est une très bonne chose. Voilà donc tout l'intérêt de ce troisième sommet Inde-Afrique qui doit permettre d'approfondir et d'élargir un partenariat africain encore timide. Le troisième sommet d'Afrique se tient jusqu'à demain, une rencontre plus que d'actualité, puisque les deux entités entendent redonner vie à leur vision partagée du partenariat Inde-Afrique. Les enjeux d'un sommet avec nos envoyés spéciaux, Sori Ibrahima Keïta, Adama Kamara et Tede Kamara. L'Inde change de paradigme et s'ouvre sur l'extérieur. D'où un sommet Inde-Afrique pour un partenariat ravivé autour d'une vision partagée. Et voilà un troisième round
Inde-Afrique, le véritable premier qui verra la participation de toutes les nations africaines. Cela s'appelle la rencontre continent sous continent, selon Ibrahim Boubacar Keïta, qui la place sous l'angle d'une entente logique entre l'avenir du monde, qu'est désormais l'Afrique, et le nouvel atout de l'humanité qui profile à l'horizon, l'Inde. Preuve, avec une population estimée à 1,252 milliard d'habitants, l'Inde devra être le pays le plus peuplé du monde en 2022, dans moins de 7 ans. Une personne sur 6 est indienne sur la planète. Située aujourd'hui entre la révolution verte et la haute technologie, l'Inde a un secteur agricole en mutation, occupant 52% de la force du travail. Sa population, à plus de la moitié, n'a pas 25 ans. Mais avec une stratégie de développement auto-centrée et une économie introvertie ayant engendré un déclin dans le commerce international, l'Inde se ferait un chemin de sursaut avec l'Afrique. Avec un prix à payer cependant, 5 à 10 milliards de dollars que le sous-continent annonce pour son partenaire africain. Pour les mauvaises langues, il n'y a pas de doute, il s'agit là d'une opération séduction. Nous travaillons à la promotion de la destination Mali pour le tourisme et les investissements indiens. Cette déclaration est du consul honoraire du Mali à Kolkata en Inde. C'était à l'issue de l'audience que le président de la République lui a accordée. Pour plus de précisions, je propose d'écouter Gaurav Goïka au micro de nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Tedje Kamara. Nous sommes très heureux quand nous avons rencontré le président. Nous avons échangé sur les opportunités du Mali et nous-mêmes nous serons la voix du Mali dans nos juridictions respectives en tant que consul honoraire du Mali. Et nous saluons les efforts que les Maliens sont en train de consentir pour éradiquer la crise qu'ils ont connue récemment. Et les gens ici en Inde ne connaissent pas beaucoup le Mali, mais tout le monde connaît Tombouctou. Alors nous avons un effort à faire pour faire la promotion du Mali comme une destination première des Indiens pour le tourisme, mais aussi pour les investissements. J'ai fait un récent voyage à Bamako et je reconnais qu'il y a beaucoup d'opportunités d'investissement au Mali, notamment dans le secteur de l'agriculture, mais aussi dans d'autres secteurs comme les mines. Et ce que nous allons faire, c'est faire en sorte que plus d'investisseurs indiens sachent de quoi il s'agit et leur faire comprendre que le Mali vient de sortir de la crise du Nord et que même dans la partie septentrionale, il y a beaucoup de ressources minières qui peuvent constituer des opportunités d'investissement. Je vous l'annonçais donc en début de journal, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi et sous la présidence du Premier ministre Modibo Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Nous vous donnerons le communiqué du Conseil au cours de cette édition. Ouverture ce matin au CICB de la 5e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Prennent part à la rencontre la CEMA, la plateforme et les partenaires techniques et financiers impliqués dans la mise en œuvre de l'accord. Cette 5e session qui s'achève demain se penche sur plusieurs points, comme la poursuite de l'examen des questions organisationnelles en lien avec le budget du CSA et la présentation et discussion du rapport du sous-comité sur les questions politiques et institutionnelles. Ce matin, le président du Conseil économique, social et culturel a reçu en audience les membres de la Fédération nationale des consultants du Mali qui lui ont présenté leur nouveau bureau. Auparavant, Boukassoum Aïdara avait reçu le vice-président du Conseil économique, social et environnemental de France avec Alain Delma. Il a été question du renforcement de la coopération. Kadidia Toukone. Un
accord cadre a été signé entre le Conseil économique, social et culturel du Mali et le Conseil économique, social et environnemental de France. Cet accord permettra d'organiser des formations et des ateliers. C'est des visites qui renforcent des coopérations que nous avons besoin de développer. Nous avons signé un accord cadre entre nos deux conseils au mois de juin, qui va se traduire par des formations, par des visites, par des rencontres. Je pense que tout ce qui peut renforcer la visibilité de la société civile est un gage, une vigueur démocratique, et on a donc besoin de continuer à travailler ensemble et à développer des travaux communs. Les membres de la Fédération nationale des consultants du Mali sont venus aussi au Conseil économique, social et culturel pour présenter leur nouveau bureau. On est venu voir le président du Conseil économique, social et culturel, d'abord pour lui présenter le nouveau bureau issu de l'Assemblée générale élective du 12 septembre. Donc, lui présenter les membres du nouveau bureau que j'ai l'honneur de présider, donc pour un mandat de 3 ans. Ensuite, lui présenter le programme pour notre mandat qui s'articule autour de 3 points. À savoir renforcer la FENACOM, renforcer le rôle des consultants et renforcer la place des consultants, et aussi nous faire l'état des problèmes auxquels nous sommes confrontés. La FENACOM, c'est une association qui a été créée en 2000. Nous sommes un réseau d'experts en conseil pour toutes les structures, pour tous les secteurs, je veux dire pour tous les créneaux. Donc nous apportons de l'expertise pour le processus du développement économique et social. Dr Boulkassou Maïdara a promis tout le soutien de son entité à ses visiteurs et espère une bonne collaboration entre eux. Le président de l'Assemblée nationale informe les députés que dans le cadre de la session budgétaire en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 29 octobre et jour suivant, s'il y a lieu, à l'ordre du jour, renouvellement du bureau et des commissions et des communications. Les travaux débuteront à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le secrétariat permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA tient à Bamako un atelier sur l'acte uniforme de l'OHADA sur les procédures collectives d'apurement du passif. L'atelier regroupe les acteurs et auxiliaires de justice. Nombre Sidibé. 2 jours durant, les participants essentiellement composés de magistrats, avocats, notaires, greffiers, huissiers, experts comptables et représentants des milieux d'affaires vont partager les connaissances et expériences. C'est là autour de l'acte uniforme de l'OHADA sur les procédures collectives d'appurement du passif. Tant l'acte comportait des insuffisances. Alors le ministre, les études qui ont été réalisées sur ce plan sont assez indicatives de l'attitude du débiteur, notamment du débiteur malien, chef d'entreprise. Les attitudes et le comportement à la limite frauduleux du débiteur, souvent aidés par le comportement du juge, ont été à l'origine de bien d'autres difficultés. Plusieurs insuffisances ont été identifiées dans l'acte uniforme ancien ayant motivé la révision, notamment l'absence d'une procédure préventive de conciliation moderne, l'absence de réglementation des mandataires judiciaires, l'absence d'un régime adéquat pour les faillites internationales, les délais de procédure trop longs. C'est pourquoi les participants doivent s'approprier les dispositions du nouvel acte uniforme, capitaliser les connaissances acquises en vue de les restituer à d'autres niveaux. Enfin, examiner les innovations et les raisons de la réforme de l'acte uniforme. Tout en s'inspirant des bonnes pratiques juridiques internationales, le nouvel acte uniforme vise à réhabiliter les entreprises viables et à liquider avec célérité les entités non viables, à maximiser les montants recouvrés par les créanciers, à établir un ordre précis de paiement des créances garanties et non garanties. Rappelons que le nouvel acte uniforme a pour entre autres objectifs d'organiser les procédures préventives de conciliation et de règlement, ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens. La multiplication des rencontres de sensibilisation, la diligence dans les procédures et la facilitation des projets entre bénéficiaires et agences d'exécution, ce sont là quelques recommandations de la rencontre de sensibilisation sur les chantiers de l'UEMOA, des recommandations prises à l'issue d'une rencontre organisée à Sikasso par la représentation de la commission de l'UEMOA dans notre pays. C'est Konaté. La rencontre initiée par le bureau de représentation de la commission de l'UEMOA au Mali qui vient de s'achever a été l'occasion pour l'équipe de la représentation de l'organisation sous-régionale au Mali
de présenter aux acteurs étatiques et représentants des organisations socioprofessionnelles des chantiers comme la politique agricole commune, les projets programmes au titre du Mali, la politique d'amélioration de l'environnement, l'initiative de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'Union, le Fonds régional de développement agricole. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de chantiers que l'UEMOA a dans notre pays, surtout dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et même de la foresterie. Mais nous avions très peu d'informations et aujourd'hui nous sommes édifiés que nous pouvons avoir un partenariat fécond avec l'UEMOA. Nous savons qu'il y avait l'UEMOA, mais on ne savait pas les contextes dans lesquels l'UEMOA intervenait réellement au Mali, surtout dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'environnement. À travers cette rencontre, ils nous ont édifiés sur toutes les pratiques qu'eux ils le font pour nous aider et nous sortir de l'ornière. Un rendez-vous qui aura comblé les attentes. Et un sentiment de satisfaction. Parce que déjà la contribution des experts nationaux au débat, je pense qu'elle a été d'une vraiment haute facture. Les recommandations faites à l'endroit de la Commission, je pense qu'elles nous permettront d'améliorer déjà nos rapports avec nos partenaires maliens, ensuite de faciliter, lever les contraintes. La production des rapports périodiques, la multiplication des rencontres de sensibilisation, la diligence dans la procédure et la facilitation des projets entre bénéficiaires et agences d'exécution sont les recommandations formulées à l'issue des 2 jours d'échange. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement informe l'opinion nationale, en particulier les autorités administratives et politiques, ainsi que les populations de la région de Koulikoro, que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, procédera le samedi 31 octobre 2015 à 15h à Koulikoro au lancement des travaux de construction de la route Bamako-Koulikoro et le pont de Kayo sur le fleuve Niger à Koulikoro. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement invite les populations des communes et villages de Moribabougou, Tienfala, Fougadougou, Manabougou, Massala, Kayo, Souban et Koulikoro à sortir massivement le samedi 31 octobre à 13h pour réserver un accueil chaleureux au président de la République et à l'ensemble de ses invités. Le comité consultatif du programme Mali Nord IPRODI a réuni acteurs et partenaires financiers pour une évaluation annuelle de ses activités dans les régions de Mopti et Tombouctou. Ensemble, ils ont examiné la mise en œuvre de la campagne 2015-2016. Il faut rappeler que c'est ce programme qui a permis à la région de Tombouctou d'être parmi les plus grands producteurs de riz de notre pays. Mariam Sagara. De 1994 à 2015, le programme Mali Nord GIZ-KRW a été d'un apport considérable pour la survie des populations de Tombouctou et de Mopti au moment des crises. Ces acteurs et partenaires se réunissent pour la mise en œuvre de la campagne 2015-2016 et la validation des activités. On a organisé cette rencontre pour partager avec toutes les parties prenantes par rapport au développement dans le delta intérieur, dont nous sommes le programme dans le cadre de l'irrigation de proximité, le programme Mali Nord, où il y a 2 bailleurs principaux, la coopération allemande et la coopération canadienne. Nous voulons anticiper sur nos activités pour l'année 2016 et cela nécessite vraiment une rencontre urgente. Le programme Mali Nord va s'engager pour la sécurité alimentaire, c'est comme nous avons fait dans les derniers 21 ans. Et nous sommes destinés à aider la population au nord-est dans ce cadre. En 21 ans, plus de 36 000 hectares ont été aménagés en périmètre irrigué par le programme Mali Nord avec une production de 5,55 tonnes par hectare. Pour accroître cette production agricole, le comité consultatif demande l'effort de toutes les parties. La réunion d'aujourd'hui est une réunion qui a pour objet de valider certains projets proposés par les populations, notamment des projets d'aménagement de nouveaux périmètres, des projets de réhabilitation des anciens périmètres. Le ministre du Développement rural avait déjà remis les motopompes pour certains nouveaux périmètres dans la région de Mopti, pour Tombouctou. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons, nous autres comités consultatifs, représentants de la population au niveau de ces programmes, pour aider les ministères et la coopération allemande et canadienne
à faciliter l'aménagement, à régler les questions de litige foncier, à préparer les populations psychologiquement à accepter les projets. Et le programme, c'est un programme qui a permis quand même de booster la production du riz dans la zone. Parce qu'avec plus de 20 000 hectares de périmètre, à peu près 45 000 hectares de mares, donc ça apporte à peu près 10 à 15% de la production rizicole au Mali. Et avec l'irrigation de proximité, l'organisation des producteurs, aussi l'engagement, l'engouement que les producteurs ont pour ce programme, le gouvernement en tout cas est prêt à tout mettre en œuvre pour le soutenir afin qu'on puisse obtenir de bons résultats. En collaboration avec la coopération canadienne, l'Allemagne, aux côtés du gouvernement malien, entend pérenniser ce programme pour le bien-être des populations bénéficiaires dans les régions concernées. Bamako abrite depuis ce matin les travaux du 4e comité de pilotage du projet système de production biologique. Les producteurs venus du Mali, du Burkina Faso et du Bénin font le bilan de la première phase du projet qui vise l'amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des producteurs à travers des systèmes de production biologique diversifiés. Les participants doivent aussi, au cours de ces assises, faire des propositions pour la pérennisation du projet. Batraoré, compte rendu. Ce 4e comité de pilotage du projet CIPROBio regroupe Maliens, Burkinabés, Béninois et les partenaires techniques et financiers. L'objectif est d'examiner les succès du projet CIPROBio, entendant amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des producteurs à travers des systèmes de production biologique diversifiés. Parmi ces succès, on peut citer entre autres l'adoption de techniques de fertilisation des sols, la mise en place des réseaux locaux de recherche-action. Ces résultats constituent une réponse aux effets des changements climatiques. Le projet système de production biologique est un projet intégré basé sur l'amélioration des revenus des producteurs dans une pratique agricole conservatrice du sol, mais également aussi de la conservation de la nature. Donc c'est un projet qui est basé sur des principes biologiques. Le constat majeur est que le système bio fonctionne. Il fonctionne au niveau économique, il fonctionne au niveau social, il fonctionne au niveau de l'environnement. Il s'avère aussi que cette démarche de l'agriculture écologique et biologique a un grand potentiel pour les multiples défis qu'on a à niveau local jusqu'à global. Ces assises vont sans doute dégager les voies de pérennisation des résultats acquis par CIPROBio sur le terrain dans la perspective d'une contribution à l'autosuffisance alimentaire. L'introduction de l'agriculture biologique et du commerce équitable en Afrique de l'Ouest des productrices et producteurs tout en préservant l'environnement et les ressources naturelles et la diversité biologique. Pendant 2 jours, les acteurs venus du Bénin, du Mali et du Burkina Faso passeront en revue l'ensemble des activités du projet et aboutiront à des conclusions qui baliseront l'avenir pour nos producteurs. Cette nouvelle unité kangourou est une réponse efficace à la mortalité infantile. Le bénéficiaire est le centre de santé de référence de la commune 1. L'infrastructure sanitaire construite et équipée grâce à l'appui des Croix-Rouges maliennes, françaises et néerlandaises a été inaugurée ce matin. Elle devra contribuer à rehausser le plateau technique du centre de santé et à améliorer par la même occasion la santé maternelle infantile au Mali. Compte rendu à Gali Agagissa. La méthode mère kangourou est appliquée au nouveau-né prématuré. Dans le but de vulgariser cette pratique, les Croix-Rouges maliennes, françaises et néerlandaises, en collaboration avec le gouvernement du Mali, ont construit une unité kangourou en commune 1 du district de Bamako. La technique kangourou consiste à prendre l'enfant, à mettre l'enfant en coton peau à peau contre le ventre de sa maman dans une poche. Nous, on prenait les femmes en ambulatoire parce qu'il n'y avait pas d'extra-hospitalière chez nous. Aujourd'hui, on a 63 patients. Cette nouvelle unité va sans nul doute améliorer les conditions de travail du personnel médical et contribuer du coup au bien-être des usagers du centre.
La construction de cette unité kangourou s'est faite suite au constat suivant: l'état défectueux et l'étroitesse des bâtiments, ainsi que l'insuffisance des matériaux médico-techniques. En début de ce projet, c'est-à-dire en 2013, la maternité réalisait en moyenne 400 accouchements par mois. Depuis la mise en œuvre de ce projet, et surtout avec la dotation de l'ambulance pour assurer les évacuations et références, la moyenne des accouchements a atteint pas plus de 600 accouchements par mois. Cette unité néonatale vient compléter ces belles améliorations en permettant aux bébés prématurés de trouver un lieu de soins adapté à leurs conditions. Les travaux de la construction de cette unité kangourou s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Amélioration de la santé maternelle et néonatale en commune 1 et 5 du district de Bamako. Ils ont été financés à plus de 15 millions de francs CFA par la Croix-Rouge néerlandaise. Le danger des mines est là, il faut y faire face. C'est dans ce contexte que le Royaume de Belgique a remis aux forces armées du Mali 70 détecteurs de mines. Ces appareils qui sont destinés au génie militaire vont renforcer les capacités des corps engagés dans les opérations au nord de notre pays. La cérémonie de remise était présidée par le général Didier Dako, adjoint au chef d'état-major général des armées. Daouda Sidiki Diarra, compte rendu. De Belgique est conscient des efforts que mène le Mali dans la recherche de la paix et de la réconciliation nationale. C'est pourquoi son gouvernement a décidé d'apporter une autre aide matérielle aux forces armées maliennes, car le danger de mines est là. Nos forces de défense ont reçu 70 détecteurs de mines au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée ce mercredi dans la cour du ministère de la Défense et des anciens combattants. La promptitude avec laquelle la requête a été satisfaite est le témoignage de l'intérêt que portent les autorités militaires belges à la coopération entre nos deux pays. Ces matériels permettront certainement de renforcer les capacités opérationnelles de nos unités, en particulier celles du génie militaire, engagées sur le théâtre des opérations de sécurisation du nord de notre pays. Dans le même temps, ces équipements, de par leur nature, contribueront à protéger les populations civiles contre les risques d'exposition aux engins explosifs de différentes natures. Le but du déminage humanitaire consiste à dégager des terres pour permettre aux civils de rejoindre leur domicile et de reprendre leurs activités quotidiennes sans subir la menace des mines terrestres ou des munitions non explosées. Cette opération implique d'éliminer toutes les mines et tous les restes de munitions de guerre qui se trouvent dans les zones où vit la population afin de garantir sa sécurité. Un exemplaire du matériel a été symboliquement remis à la hiérarchie militaire pour utilisation. Les mines tuent sans distinction sur le terrain. Et même cette semaine, il y en a eu un cas à Thessalonique. Donc nous avons du personnel formé, prêt pour le travail. Le matériel on faisait défaut. Parce qu'on a commencé avec un certain matériel sur le théâtre qui actuellement, et réellement, le nombre est très insuffisant pour notre mission. Voilà qui constitue une bouffée d'oxygène pour les jeunes militaires qui s'ébattent à longueur de journée sur les théâtres des opérations à la recherche des mines. Également, les populations civiles seront désormais sécurisées dans leurs déplacements par les routes débarrassées de ces engins dangereux. Le projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures irriguées, PRESA DCI, vient d'être présenté aux bénéficiaires. La coordination nationale chargée de piloter le dit programme a rencontré les paysans de la zone de Faraba. Compte rendu Fantama Dindiaye. 7 mois après le lancement officiel du projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro présent Kael, mais également du projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures irriguées présent DCI, la coordination nationale chargée de piloter ces programmes est venue au contact de la population bénéficiaire. Cette première prise de contact dans la zone de Farabana, une localité située à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Bamako, fut l'occasion de mettre tout le monde au même niveau d'information concernant le projet PRESA DCI. L'État nous a instruit avec la Banque africaine de développement de venir faire les retours avec les bénéficiaires par rapport à la disponibilité du financement, par rapport au rôle que les bénéficiaires doivent jouer. Ils seront
5 villages dans cette zone, à savoir Katibougou, Digatou, Balandougou, Samale et Farabana, concernés par ce vaste projet gouvernemental financé par la Banque africaine de développement. Quoi qu'il en soit, ce qui compte le plus pour les habitants est que ces travaux puissent démarrer le plus tôt possible. Maintenant que je crois en ce projet, sinon, ils sont venus il y a 2 ans de cela pour nous rencontrer et nous expliquer tout ce que le gouvernement compte faire pour nos localités. Cela dit, il faut se mettre au travail car les pouvoirs publics ont ouvert la brèche en nous maintenant de pouvoir la saisir. Moi, je leur dirais simplement de ne pas faire de ce projet un projet de plus, un programme agricole qui va s'étendre sur 5 ans et mettra fin à l'insécurité alimentaire dans ces différentes zones. On va construire une station de pompage et une station d'exor. Ça, c'est en gros le travail qui sera fait à Farabana. Il y aura beaucoup d'apprentissage à côté. Dans les villages, il y aura des ateliers, il y aura des centres d'alphabétisation, donc des GIE qui seront formés dans plusieurs domaines, la pêche, la pisciculture, l'élevage, l'agriculture, donc tout un tas de programmes qui est prévu dans le projet. Après cette étape de Farabana, la coordination nationale se rendra tour à tour à Séléngué, à 135 km au sud de Bamako, et à Molodo, dans la zone office du Niger, à Ségou. Mois de la solidarité, l'ONG El Farouk au chevet des femmes rurales et des femmes démunies. L'ONG leur a fait don d'équipements de production et de produits alimentaires. Sokona Kamisoko. Double donation pour un seul objectif, exprimer la solidarité à l'endroit des personnes en situation difficile. L'ONG Al Farouk remet aux démunis et aux orphelins du district de Bamako des vivres, aux femmes rurales un important lot d'équipements de production. Nous ne saurons comment exprimer notre reconnaissance et gratitude pour l'accompagnement que cette ONG fait aux femmes rurales du district de Bamako pour qu'elles atteignent leur autonomisation économique, matériel d'agricole, forage d'eau potable, etc. Nous nous dirons seulement merci, merci Al Farouk. Les autorités municipales au niveau de la commune 4 sont en train de tout mettre en œuvre pour que l'ONG puisse avoir encore des bases solides, sinon d'espace nécessaire pour mener à bien les actions qu'il mène de tout le temps. Ces différentes donations ont coûté à l'ONG Al Farouk une 50aine de millions de francs CFA. On a distribué pour 700 familles. On a été avec les femmes rurales pour l'agriculture, la pisciculture, pour le jardinage, l'embouche des animaux. Le département en charge de la solidarité a témoigné toute sa reconnaissance à l'endroit de l'ONG Al Farouk. Je voudrais remercier très chaleureusement le coordinateur de l'ONG et toute son équipe pour avoir bien accepté d'accompagner les autorités étatiques à travers une telle activité pleine de symboles. Car l'orphelin, cet être en devenir, mérite toute notre attention, surtout s'il se trouve dans une situation de forte vulnérabilité. Par ces gestes, monsieur le coordinateur, votre institution vient ainsi de contribuer à donner plus de chances et d'espérance à ces enfants et familles pour leur plein épanouissement. À travers ces activités, l'ONG Al Farouk contribue ainsi à lutter contre la pauvreté et l'exclusion dans notre pays. À Koulikoro, le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CEMDID, a organisé en début de semaine une rencontre d'échange autour du bilan et des perspectives institutionnelles de la gestion des conseils régionaux. Ont pris part à la rencontre les autorités administratives et les élus régionaux. Koumba Sissé. Le dialogue concerté est une approche privilégiée de consolidation de toute démocratie. Cette journée d'échange sur le bilan et les perspectives institutionnelles de la gestion des conseils régionaux a enregistré une participation massive des techniciens et élus régionaux. Elle vise à analyser les difficultés et les insuffisances de la gestion du conseil de cercle. La mise en œuvre de programmes et projets donnant différents outils de planification est réalisé à 60%. Pour les perspectives, les difficultés, le faible niveau des élus, la faible implication des citoyens au processus de la décentralisation. Le CEMDID est au cœur de l'organisation des débats thématiques, ce qui renforce la capacité des partis politiques. À travers des émissions télévisées, radiophoniques et des débats régionaux donnant l'occasion aux partis politiques et aux élus de présenter à l'opinion publique leur vision sur les défis nationaux de développement.
La réussite d'une telle politique implique une claire compréhension des enjeux et défis, ainsi qu'une mobilisation des acteurs concernés. Pour cela, il importe que des mesures d'accompagnement soient initiées à différents niveaux et c'est en cela que la rencontre d'aujourd'hui se justifie. À l'issue des travaux, les participants ont formulé des recommandations parmi lesquelles on peut citer le renforcement des capacités des acteurs pour la promotion d'une culture de bonne gouvernance locale, la valorisation des leaders communautaires en les impliquant dans le suivi des projets et programmes et l'amélioration des ressources financières des conseils régionaux. Remise d'appareils orthopédiques et de verres correcteurs aux enfants de Sanakoroba et Dialakoroba. C'est un don du centre d'appareillage Père Bernard de Bako-Djikoroni. Le geste entre dans le cadre du mois de la solidarité. Le compte rendu de Adama Koulibaly. Ce n'est pas une exposition, mais plutôt du matériel orthopédique présenté à remettre à des enfants physiquement diminués par un handicap. C'est du matériel composé de prothèses, d'orthèses, de lunettes, verres de correction. Ils sont fabriqués ici à Bako-Djikoroni dans un centre spécialisé, le centre d'appareillage Père Verspieren. Et ce sont les responsables de ce centre, avec l'appui de leurs partenaires Plan Mali, le réseau des députés parlementaires pour la cause des personnes handicapées et des personnes de bonne volonté qui viennent au secours des enfants de Sanakoroba et Dialakoroba qui sont handicapés, handicap physique ou visuel. L'événement rentre dans le cadre des activités du mois de la solidarité. Une centaine d'enfants sont bénéficiaires de ce don. Je suis vraiment heureux parce que c'est vraiment une bonne initiative d'aider les handicaps. Donc je suis victime. Je ne fais que remercier vraiment le Plan Mali, en plus ses partenaires, en plus ce centre Bernard. Le directeur du centre Père Verspieren, après avoir brossé les activités assignées à sa structure, a remercié tous ceux qui s'intéressent à l'insertion sociale des personnes handicapées. Avec la confiance placée en nous, nous avons pu, pendant ces 2 ans, procéder à un travail méticuleux, avec des échanges, avec l'implication des parents, avec l'implication surtout des enseignants dans les différentes écoles de Sanakoroba et de Dialakoroba, qui nous a permis d'obtenir les résultats que nous avons aujourd'hui. L'ONG Plan Mali, qui a financé la cérémonie, réitère son engagement de rester toujours avec les enfants et ceux qui les protègent. C'est aussi un devoir pour nous d'attirer toute la communauté, toute la nation sur leur droit, sur la nécessité de les faire bénéficier de ce droit, car avant tout, ils sont des citoyens, elles sont des citoyennes à part entière, comme nous tous. Les députés parlementaires pour la protection des personnes handicapées ne sont pas restés en marge de cette cérémonie avec une remise de l'honorable Abdul Jalil Haïdra, député élu à Ségou. Il a fait don de 500 cahiers, 10 cartons de bic et un chèque de 500 000 francs au centre Père Verspieren pour les enfants handicapés de Sanakoroba. Nous avons initié au niveau de l'Assemblée nationale un réseau parlementaire pour quand même pouvoir nous occuper de ces personnes en situation difficile. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion nous offre l'opportunité d'exprimer notre solidarité, notre générosité et notre sens de partage à l'endroit des personnes les plus vulnérables de notre pays. Pour cette opération, plus de 680 jeunes enfants ont été consultés. Handi Festival ou Festival pour handicapés. Le Festival pour handicapés aura lieu du 1er au 7 décembre prochain sous le thème Réconciliation et paix. L'initiative de la Fédération des personnes handicapées vise le développement de l'art et de la culture. Alpha Maïga. Une voix musicale d'un handicapé qui annonce les couleurs d'un festival. 7 jours, 200 festivaliers, 45 millions de francs CFA pour son organisation. Il s'agit là en chiffres d'un festival pas n'importe lequel. Les organisateurs, face à la presse, l'ont dénommé Handi Festival. Un festival à l'endroit de l'ensemble des artistes handicapés du Mali. L'objectif, c'est pour l'intégration des personnes handicapées, artistes dans cette société,
en vue d'une paix durable au Mali. À travers musique d'orchestre, théâtre, danse, exposition d'objets d'art, c'est toute la culture malienne qui sera valorisée. La voix du vieux lion Bazoumana Sissoko, qui était handicapé, rythmera toute la semaine. Ça fait bientôt quelques années que le Sénégal organise, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, et le Mali a participé à chacune de ces rencontres. Donc, fort de ces expériences, nous avons dit, nous aussi, dans le cadre du 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées, organiser un festival pour pouvoir valoriser nos artistes, parce que nous en avons beaucoup qui évoluent dans la maroquinerie, l'art plastique, la sculpture. On a des dramaturges, nous avons de grands musiciens parmi nous. Handi Festival est une première, d'où la particularité dans le choix du thème. La réconciliation, la retrouvaille entre le Sud et le Nord et l'ensemble des fils de ce pays autour des personnes handicapées et de l'art. La musique aide les personnes handicapées à franchir un cap. Et ils ne diront pas le contraire. Je vous l'annonçais en début d'édition, le Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire. Vous aurez le communiqué du Conseil à la fin de cette édition. Et cette nouvelle sportive, pour finir notre journal, les 8e de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, Chili 2015, ont démarré ce soir. Vous pourrez suivre en direct sur l'ORTM et TM2 le match Nigeria-Australie à partir de 23h. Demain, le Mali rencontre la Corée du Nord, une rencontre que vous pourrez suivre en direct à 20h. C'est tout pour cette édition. Demain, 10h-13h, Mohamed Ould Mamouni, je vous retrouve si tout va bien après le match.